se moque pas de moi. Je viens de recevoir le casou de mon fils. Va falloir que je le teste pour savoir quand même comment ça fonctionne. Sauf que j'ai un petit problème. Donc je vais appeler quelqu'un qui va pouvoir résoudre mon problème. Mon Dieu! Oui, ça va, mais j'ai un petit problème. Oui, c'est petit problème. Je viens de recevoir le casou que j'ai commandé à mon fils. Tu sais ce que c'est un casou? Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice d'utilisation, on ne te dit pas comment l'utiliser. Et j'ai jamais eu un casou dans les mains de ma vie. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Ben parce que j'ai essayé de souffler et il n'y a rien qui sort. J'ai essayé d'inspirer non plus. Donc je me dis qu'il doit avoir un système. Et vu qu'on m'a pas donné le manuel pour que je puisse utiliser ce système, techniquement, j'ai l'impression que c'est une flûte ou un harmonica. Une flûte ou un harmonica, tu souffles quand même. Une flûte de pan aussi, il faut souffler. Comment ça marche ce truc? Fréquençage. Fréquence. Comment ça marche les fréquences? Comme quand je jette un sort alchimique? Ben non, c'est pas, c'est un second souffle. D'accord. Ah ouais, non, je pensais pas qu'on utilisait ça comme ça. Donc, je fais comment? Vibrato? Donc, en fait, je fais vibrer mes fréquences vocales pour faire vibrer le casou. Ok, on va essayer. Oh, mon Dieu, je vais faire des dégâts. Mais non, mais si. Je suis désolée pour ceux qui écoutent, bouchez-vous les oreilles, on sait jamais. Ouais, selon l'intensité que tu mets. Plus tu forces sur la voix, plus le son commence à être nasillard. Plus tu contrôles le vibrato, tu contrôles tes fréquences vocales, plus... D'accord. Ah, c'est pas moi, d'accord. Ouais, je suis plus sur du fréquençage là, je sais. Ouh. Ouais, pour avoir quand même quelque chose de...
tête. Mais en fait, tu fredonnes et tu laisses sortir la fréquence vocale. Ah, c'est complet. Ah ben, ceux qui n'ont pas de souffle avec une flûte et qui veulent jouer un instrument de musique sans se prendre trop la tête, le kazoo, c'est une bonne solution. Ça demande pas de souffle du tout. Pour un enfant, c'est super. Et j'ai hésité entre ça et l'ocarina. Sauf que je me suis dit, pour un enfant qui a encore un problème de motricité, il va falloir quand même qu'il arrive à positionner ses doigts. Je me suis dit, ça sera trop compliqué. Je me suis dit, il arrivera peut-être plus à souffler dans une flûte ou un truc comme ça. Mais tu souffles pas. Il utilise très facilement ça. Ouh, ah là, ça commence à devenir compliqué. Il te faut quand même du souffle. C'est pas vraiment du souffle. C'est plutôt, il te faut un peu d'apnée. Voilà, c'est un peu d'apnée pour durer sur la distance. Mais c'est simple. Je gère pour une première fois. C'est vrai que j'arrive quand même à faire la Marseillaise plus ou moins bien, on va dire, pour une première. Oh, mon fils va s'éclater. Je recommande cet achat. Je le fais publiquement sur YouTube. Oui, j'ai du mal, je sais, je suis plus sur Twitter. Je suis plus sur Facebook non plus. Moi, j'ai fait les 3 réseaux sociaux les plus... en fonction de mon âge. Et c'est pas pour dire, mais bon, je vais pas aller sur TikTok. Je suis pas TikTok, je suis pas toqué. J'ai 35 ans. TikTok, c'est pour des gamins, c'est pour des adolescents, c'est pour des mineurs. C'est trop immature sur TikTok pour moi. Non, mais ce qui est bien dans Facebook, dans Twitter et dans YouTube, c'est qu'au final, ce sont des réseaux sociaux, médiatiques et politiques. Je me vois mal faire ma mission sur TikTok. C'est pas mon âge. Et c'est pas à nos adolescents ou à nos mineurs de s'occuper du problème mondial. C'est à nous les adultes. Donc je vais pas non plus... Ben regarde mon Dieu, je mets quoi? Non, n'est pas recommandé aux enfants. Sur toutes mes vidéos, elles ne sont pas recommandées à des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas dans la mission. Il y a des adolescents qui peuvent militer à l'école, rentrer dans la mission parce qu'ils sont touchés eux-mêmes par ce qui se passe. Mais à la base, c'est pas à eux de se battre. C'est à nous de réparer les erreurs qu'on a commises pour qu'ils puissent avoir un avenir.
Eux, c'est de bien apprendre à l'école, c'est de rester courtois les uns envers les autres, de se respecter, de pas s'entretuer, de bien bosser. Donc voilà, à un moment donné, on n'en demande pas beaucoup à des enfants. Hein. Ils n'ont pas nos responsabilités. Il faut arrêter aussi. Ils les auront à 18 ans. Il faut les préparer à être responsables, mais ils n'ont pas les responsabilités des adultes. Et comment ça se fait que des enfants puissent accéder à ton YouTube? Parce que les parents. Et si les parents sont dans la mission, techniquement, les enfants, ils voient ce qui se passe, ils vont sur les réseaux sociaux aussi. Et quand ils entendent, quand il y a les vidéos que je partage ou les messages que tu peux recevoir, les vidéos des autres, quand ça arrive à des parents et que tu as l'enfant à côté, l'enfant peut rentrer aussi dans la mission en le décidant lui-même. Mais normalement, ils sont pas concernés. C'est pour ça que je n'incite pas un enfant à devenir missionnaire. C'est pas le devoir d'un enfant d'être en mission. Ils ne sont pas missionnaires, ils sont des enfants. Nous, on est en mission pour eux. Non, mais pas parce que moi, c'est pas pour nous. C'est pour eux. C'est pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pour les générations futures qu'on doit renverser la vapeur maintenant. Mais c'est ça au bout d'un moment. Ce sont pas aux enfants de se battre pour leur destin, pour leur avenir. C'est à nous de leur offrir un avenir digne sur cette planète, qui n'ait pas besoin de subir ce que nous subissons, et que nos générations futures ne subissent pas ce qu'on a subi nous aussi, qu'on arrête un peu nos conneries. Mais comment tu veux qu'on montre l'exemple à nos enfants quand nous-mêmes nous ne sommes pas irréprochables et exemplaires? Les enfants, voilà, ça apprend à jouer du kazoo. Ça apprend à jouer d'un instrument de musique, ça fait du sport, ça étudie, c'est avec ses copains, voilà, ça grandit normalement à son rythme, sans tous les soucis des adultes. Ils seront suffisamment emmerdés quand ils seront majeurs. Vaut mieux les laisser vivre leur jeunesse. Parce qu'on les pousse à grandir trop vite. Sauf que du coup, ils sont pas construits. Ils veulent devenir majeurs avant l'heure, et je suis bien placée pour en parler, c'est ce que j'ai fait. Au final, une fois que tu es majeur, tu as toutes les responsabilités et tu regrettes d'être allé trop vite. Oui, mais ça, tu peux pas t'en rendre compte tant que t'es pas majeur. Tant que tu es pas un adulte mature et responsable. Et moi, je l'ai été quand j'ai eu mon premier enfant, voilà, 25 ans. Faut pas croire, hein, j'étais quand même très mûre pour mon âge quand j'étais mineure, même majeure, très mûre pour mon âge. Mais ça ne veut pas dire encore mature. Être très mûr pour son âge, ça veut dire être en avance par rapport à ce que tu dois être. Par rapport à ton temps d'évolution. C'est pas une bonne chose non plus. Mais il faut être soi-même parent et il faut être devenu totalement mature et non pas plus mature que la norme des gens qui ont le même âge que toi. Un enfant de 16 ans, ça a une vie d'un enfant de 16 ans. Ça n'a pas la vie d'une personne de 21 ans. Regarde les filles, elles s'habillent comme des majeures, elles se maquillent comme des majeures, elles se font des piercings comme les majeures. Ça fume des clopes comme les majeurs. Nos gamines sont en train de devenir des putes qui n'apprennent même plus à se respecter. On montre le corps de la femme est un objet sexuel, un article de vente. Ah, elle est belle la mondialisation et l'épanouissement de la femme. Est-ce que les femmes sont plus épanouies parce qu'elles sont en mini-jupe? Elles sont épanouies quand elles sont dans une société saine et elles sont heureuses dans leur vie à un moment donné. Mais que tu sois une femme musulmane voilée de la tête aux pieds, ou que tu sois une femme qui t'habille en mini-jupe maquillée comme un carré d'as, au bout d'un moment, t'es une femme. Si les deux ne sont pas heureuses, à un moment donné, peu importe les apparats que tu peux avoir sur toi, t'es pas heureuse.
Mais est-ce qu'ils savent déjà ce que c'est le bonheur? Ah, eh ben oui. Ils sont tous à la recherche du bonheur. Est-ce que tu sais ce que c'est le bonheur? Ah, mais moi, je sais ce que c'est le bonheur. C'est quand quelque chose s'abat sur toi et que tu arrives à dépasser la situation et que les choses s'améliorent. Et parce que le bonheur, il n'est pas permanent. C'est pas, dans la vie, tout n'est pas rose, tout n'est pas rouge, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est un arc-en-ciel, la vie. Tu passes par toutes les couleurs. Mais le bonheur, c'est quand les épreuves s'arrêtent et que tu as réussi à obtenir la récompense. Tu as un moment de répit, un moment de bonheur. Puis, à nouveau, le malheur s'abat sur toi parce que c'est encore une épreuve. Tu dois la dépasser, tu dois surmonter les épreuves. Tu dois pas t'arrêter devant un mur. Si tu t'arrêtes devant un mur, tu n'avances plus. Un mur, tu peux trouver le moyen de le détruire, tu peux trouver le moyen de creuser dessous, le moyen de le contourner, de l'escalader. À un moment donné, un mur. Est-ce que parce que tu as un mur devant toi, ça t'arrête? Si tu veux le franchir, tu vas le détruire. Et là, tu pourras avancer. Mais tant que tu le détruiras pas toi-même, tu pourras pas continuer d'avancer. Tu as un mur qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce que t'en fais de ce mur? Tu le regardes comme ça en te disant « Putain, comment je vais faire ?» Ou est-ce que tu trouves toutes les solutions, tu les essayes toutes jusqu'à trouver la solution qui te fait passer de l'autre côté? C'est pareil, tu as deux chemins qui se présentent à toi. Un chemin rempli de ronces, de pierres, c'est laborieux. Et de l'autre côté, tu as l'impression que c'est le paradis, tu as des arbres, tu as des fruits, tu as de tout. Sur un côté, tu auras la tentation. De l'autre côté, tu auras la délivrance. C'est pas parce que le chemin que tu vois paraît le plus facile que c'est celui qu'il faut arpenter. C'est le chemin le plus difficile, le plus laborieux, celui qui te fera saigner les pieds chaque fois que tu monteras vers les sommets. C'est pas le jardin merveilleux où tout est beau, où tout est rose. Tu vas y rester dans ce jardin, tu trouveras jamais ton chemin, tu vas t'y perdre. Parce que sur le beau chemin où tout est calme, t'as la tentation qui va venir t'empêcher d'avancer. Tu vas être tenté par tout ce que tu vas voir. Mais est-ce que ça te permet d'évoluer? Quand le chemin qui te paraît le plus compliqué, le plus laborieux, certes, tu ne veux pas le prendre parce que tu risques de te couper les pieds, parce que tu risques de saigner, parce que tu vas galérer pour pouvoir arpenter ce chemin jusqu'au sommet. Mais en tout cas, tous les sacrifices que tu auras faits te rendront meilleur que celui qui a parcouru le chemin le plus facile. La vie n'est pas quelque chose de facile. Si la vie était si simple, on le saurait. La vie, elle est faite de haut et de bas. Quand tu es dans le bas, tu dois monter en haut. Quand tu es en haut, tu dois toujours rester digne et rester à ton niveau, en bas. Celui qui croit monter, des fois, est en train de descendre, alors que celui qui a l'impression de descendre, en réalité, est en train de monter. Tout dépend les sacrifices, tout dépend ce que tu es capable de faire pour pouvoir évoluer. Est-ce que la facilité règle les problèmes, ou c'est de se creuser la tête qui permet de trouver une solution? Pierre philosophale, oui. On m'a demandé, sur la capture d'écran, le sang du Saint Graal sauvera l'humanité de ses péchés. Ça veut dire quoi, ma sœur? Mais c'est pas mon sang, vous allez pas boire mon sang pour pouvoir vous libérer des péchés. Comme quand les prophètes, quand ma lignée vous dit, tenez, prenez, ceci est mon sang offert pour vous, c'est le sang de la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est le cœur pur, c'est le sacré cœur, c'est le cœur immaculé. C'est ce que tous les prophètes, tous les saints Graal sont. Sauf que la plupart du temps, les humains n'ont pas été capables de les comprendre, ou sinon c'est ma lignée qui s'est mal exprimée, ou qui a voulu aller trop vite. Vite et bien, ça ne va pas ensemble.
Eh, ça fait 6 ans que tu me répètes. Patience est maîtresse de vertu, tout vient à point à qui sait t'attendre. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Quand tu appliques ce triptyque, cette triquetra-là, t'as tout compris déjà ta vie. Ben, les gens qui veulent se marier, alors que ça fait même pas 6 mois que tu connais ta future épouse, tu vas me dire qu'en 6 mois tu connais une personne? Même au bout de 10 ans, tu connais pas une personne la plupart du temps. Se marier au bout de 6 mois? Eh ben oui. Tu te maries quand tu connais quand même suffisamment la personne que tu vas épouser. T'épouses pas le premier venu. Pourquoi moi je me suis jamais mariée? Parce que je suis mariée à une qui, hein? Voilà, hein? Même au final, en réincarnation, je reste toujours l'épouse d'Enki. Je peux pas épouser un autre homme sur cette planète. Je suis déjà mariée. Depuis la nuit des temps. J'étais même pas humaine que j'étais déjà mariée à Enki. J'étais même pas singe que j'étais encore mariée à Enki. Quand t'as compris ça, tu sais pourquoi tu veux pas te marier sur Terre. Ton mari n'est pas sur Terre. C'est très con d'ailleurs. Va falloir attendre ma mort pour que je puisse justement le retrouver. Non mais franchement... Bah, tu me diras, l'humaine n'aime pas trop qu'on empiète sur son espace vital. Donc, Enki sur le plan astral, moi sur le plan terrien, d'un côté, ça m'arrange, hein. Ben, on peut, écoute, je communique avec lui comme je communique avec toi, hein. Quand on a besoin de communiquer l'un et l'autre pour se parler, on le fait, hein. Je suis pas privée de contact mental, je suis privée de contact physique. Quand les couples sur Terre peuvent dormir bras dessus, bras dessous, donc voilà, dans le même lit, ben moi je suis dans un lit en tant qu'humaine et Enki, lui, il est immortel, donc il n'a pas besoin de dormir, il dort jamais. Très normal le couple, hein. J'imagine qu'il y a ma mission astrale pour venir justement régler toute cette situation aussi. Non, j'avoue, je suis pas prête encore de mourir. J'ai pas encore envie de devenir ce truc, moi. J'ai encore toute la vie devant moi, qu'on me laisse tranquille avant de devenir la véritable Lilith. Pour l'instant, j'essaye déjà de l'assumer, de l'accepter et de faire correctement ma mission pour pas merder comme les deux autres. Et là, c'est la dernière réincarnation, après c'est la merde. Ah, ben là, il n'y en aura pas une de plus. Il y a eu 3 Lilith, jamais 203, la boucle est bouclée, la triquetra est faite. Si j'échoue, c'est terminé. À l'univers disparaîtra. À cause de moi. Je suis pas une simple Saint Graal, je suis pas une simple messagère. Je suis la réincarnation de l'aurore. Mon Dieu, bien sûr que je suis au courant de ce que je suis. C'est pour ça que je fais en sorte de rester saine d'esprit et ne pas me laisser envahir par mes émotions. Ben ça s'est très bien passé, la cérémonie de purification. Bon, il y a un truc de fou quand même, toutes les bougies se sont éteintes à la fin, sans que personne les éteigne. Je les ai vus, mes 3 représentants religieux, se regarder en chaîne de faïence en train de se demander, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a fonctionné. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça s'est éteint? Ben, c'est le mal qui vient de partir, envolé. Mais ça a éteint les bougies? Ben oui, c'est le mal qui me rongeait. Je suis toujours en colère contre la justice, mais je n'ai plus cette haine. Va falloir que la justice change. C'est comme là au final. Homicide routier. Si tu changes pas la peine,
elle doit être alors sans réduction de peine et sans liberté conditionnelle. Si tu conduis en état d'ébriété et de drogue et que tu tues une personne sur la route, la peine, c'est de 10 ans. Va falloir arrêter d'interpréter la loi et de donner moins de 10 ans. C'est 5 ans. Si au final, tu n'as pas de circonstances aggravantes, si tu as des circonstances aggravantes, c'est 10 ans. Sans réduction de peine, sans liberté conditionnelle. Par contre, celui qui n'était pas, eh ben oui, tu peux être en délit sans être dans un crime. Quand tu tues quelqu'un par négligence sur la route, mais que tu n'as pas consommé d'alcool ni de drogue, c'est ta négligence qui est responsable. Mais c'est pas la négligence parce que tu as consommé des produits qui te rendent dangereux sur la voie publique. La plupart du temps, c'est un problème de vigilance. Parce que tu veux aller trop vite, parce que tu es pressé, parce que tu regardes pas ce que tu fais, parce que tu regardes ton téléphone, parce que voilà. Tu as un comportement au volant qui n'est pas bon. Faudrait peut-être repasser le code. Et le permis de conduire. Mais c'est pour ça. S'il y a un délit routier, ça veut dire délit routier, c'est si tu n'as pas de circonstances aggravantes. L'homicide routier, c'est quand tu as une circonstance aggravante. Ça veut dire que pour un délit routier, c'est 5 ans de prison, avec réduction de peine et liberté conditionnelle parce que il n'y a pas cette aggravation dans les faits. Et pour celui où il y a l'aggravation des faits, c'est 10 ans ferme sans réduction de... Eh ben oui, mais c'est comme ça qu'on fait quelque chose. Parce que si c'est pour dire à ces familles, on va déclarer ça comme un homicide routier, et que la personne prend 5 ans de prison, avec réduction de peine et liberté conditionnelle, il y a toujours une injustice. La peine pour un délit routier de 5 ans, la peine pour un homicide routier est de 10, ce qui permet de séparer l'homicide routier du délit routier. Ça veut dire que il y a l'homicide routier, c'est quand il y a des circonstances aggravantes. S'il n'y a pas de circonstances aggravantes, c'est un délit routier. Ce qui permet justement de sanctionner ceux qui mettent en danger les autres, de ceux qui au final sont juste négligents. La négligence ne mérite pas 10 ans de prison. Par contre, la mise en danger d'autrui, oui. Mais parce que si on leur dit 10 ans de prison, c'est la peine pour un homicide routier. Mais si la personne prend 5 ou 4 ans, c'est plus la juste peine. La sanction n'est plus applicable en fonction de l'acte commis. Pour une justice égale et équitable, il faut un délit routier et un homicide routier. Le délit routier, c'est 5 ans de prison, 35 000 € d'amende. Et au final, s'il y a circonstances aggravantes, ça devient un homicide routier. Et l'homicide routier, c'est 10 ans ferme, sans réduction de peine. Eh ben oui, sans réduction de peine, sans liberté conditionnelle, 10 ans ferme. Et par contre, c'est 70 000 € d'amende. Tu doubles. Si c'est accidentel que tu as tué quelqu'un sous la route, que c'est accidentel, que c'est des erreurs de conduite, tu n'es pas en état d'ébriété, tu n'es pas sous l'emprise d'une drogue. La peine, c'est 5 ans ferme, sans réduction conditionnelle, sans liberté de peine. Tu as tué quelqu'un. Déjà 5 ans pour la vie de quelqu'un, même si c'est accidentel, déjà, c'est pas cher payé. Est-ce que la vie d'un être humain vaut 5 ans? Déjà, qui vous êtes pour pouvoir définir ce qu'est la valeur humaine? Parce que si la peine est de 5 ans, mais que vous donnez 2 ans de prison avec 3 de sursis, la personne n'est pas punie. Ça veut dire qu'elle va faire 2 ans de prison et les 3 ans de sursis, elle les fera jamais. Où est la peine? Elle n'y est plus. Vous l'avez réduit de moitié. Les peines sont toujours fermes. Et c'est toujours le maximum qui est donné. Il n'y a pas de minimum.
Vous dites entre 2 et 5 ans. Mais il n'y a pas entre 2 et 5 ans. Soit c'est 5 ans, soit c'est 10 ans, soit c'est 8 ans. Au bout d'un moment, tu définis combien d'années pour tel délit ou tel crime. Quelqu'un qui a violé un enfant, qui l'a assassiné, c'est quoi la juste peine? Perpétuité. Quelqu'un comme Daval, homicide sur sa femme. Lui, c'est 30 ans, ferme, sans réduction de peine, sans liberté conditionnelle. Celui qui est un braqueur de banque, mais qui a tué personne, 15 ans ferme. Si tu as tué quelqu'un, tu prends 30 ans. Et si en plus, tu es allé plus loin en violant quelqu'un, tu prends la perpète. Les peines sont très claires, hein. La justice est très simple à établir et à appliquer. Suffit de la comprendre et non pas de l'interpréter. Quand un délit routier est punissable de 5 ans de prison et de 35 000 € d'amende, quand tu es pas en état d'ébriété ni sous l'emprise de stupéfiants, c'est 5 ans ferme, sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. T'as tué quelqu'un par ta négligence, ta peine est de 5 ans et de 35 000 € d'amende. Quand tu as commis le même acte, mais que tu es sous l'emprise de drogue ou l'emprise d'alcool, dans ces cas-là, la peine est doublée. C'est 10 ans ferme parce que de délit routier, c'est passé à homicide routier par rapport à ta consommation sur la route. Voilà. Et là, vous avez une justice forte, une justice qui remet à sa place ceux qui ont désobéi. Il va ressortir de prison au bout de 5 ans. Et un policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, fait une bavure et tue quelqu'un, c'est 5 ans de prison ferme. Hein. Donc, à un moment donné, si un policier doit faire 5 ans de prison parce que lors de sa fonction, il a tiré sur quelqu'un alors qu'il ne devait pas, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Il ne serait pas dans l'exercice de ses fonctions, ça serait différent. Est-ce un fonctionnaire, quand tu es juge, que tu as un fonctionnaire qui se présente à toi, c'est un fonctionnaire, c'est pas un simple citoyen. Il a le statut de représentant d'État. Donc il doit être jugé comme un policier qui au final a fait une bavure, et non comme un citoyen qui a tué quelqu'un. Ça, c'est la justice, c'est la loi. Quand vous savez l'appliquer, vous savez l'appliquer. Ma sœur, tu lui donnerais combien, toi, au policier qui a tué Naël? En réalité, je suis désolée, je suis obligée de prendre en compte toute la situation. Il agissait quand? Comment? Dans l'exercice de ses fonctions. Lors de quoi? Un refus d'obtempérer. Déjà, il a des circonstances atténuantes. Il en aurait pas, il prendrait 10 ans. Vu qu'il a des circonstances atténuantes, il prend 5 ans. Mais c'est dans l'exercice de ses fonctions. Il était employé par l'État au moment où il a tiré. Ça veut dire que c'est l'État qui est responsable de son policier. Le policier doit payer sa peine est de 5 ans ferme. Parce qu'il y a bavure. Mais c'est la loi. Suffit de l'appliquer. Faut pas l'interpréter. Mon Dieu, ils interprètent la loi selon leur propre opinion. Ils sont tous partiaux dans la justice. Ils jugent sur ce qu'ils pensent de la personne en face d'eux. Ils jugent pas sur des actes. Ils jugent sur des impressions, sur des ressentiments. Un juge qui aime pas comment t'es habillé va te sanctionner pour ça. Un juge qui aime pas comment tu parles parce que ton éloquence n'est pas bonne, il va te sanctionner pour ça. Ils sont partiaux. À un moment donné, un juge de gauche qui laisse ressortir un délinquant, un criminel, sachant que la personne pose un danger, à un moment donné, c'est parce que c'est son idéologie qui lui dit « il faut pas enfermer cet homme très longtemps, faut lui pardonner, le laisser ressortir ». Mais parce qu'il juge que sur son âme et conscience. Il ne juge pas en tant que juge d'État, entre juge du peuple. Non, il juge pas pour le peuple. Il juge en fonction de lui. C'est de la partialité. Un juge qui ne juge pas sur des preuves, sur des faits établis, sur des vérités, mais juge sur des impressions, sur ce qui ressent de toi, sur ce qui pense de toi, sur ta manière de te tenir. Non mais au bout d'un moment, le juge il n'est pas là pour ça.
quels sont les faits qui font que tu es devant moi à l'heure actuelle. Voilà, le juge doit se dire ça. La personne face à moi, quels sont ses crimes, quels sont ses délits? Est-ce qu'on a des preuves pour pouvoir juger ou est-ce qu'on n'a pas de preuves? Quand tu as des signalements calomnieux, mais qui ne peuvent pas être fondés par preuve, à un moment donné, la justice ne peut pas juger, elle n'a pas de preuve. Quand tu accuses une mère de mettre en danger son enfant, il faut prouver la mise en danger. Si tu ne peux pas la prouver, ça veut dire que tu commets une injustice dans un dossier. Puisque tu crées des preuves qui n'existent pas. Tes suppositions, tes allégations deviennent des preuves. Non, ça n'en est pas. Tu peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Si tu dis qu'une mère représente un danger pour son enfant, il faut le prouver. Est-ce qu'elle a battu son enfant? Est-ce qu'elle a manqué à ses obligations de nourriture et de soins? À un moment donné, si tu peux pas prouver que la mère a été défaillante sur son éducation, alors dans ces cas-là, tu ne peux pas prouver que la mère est coupable de quoi que ce soit. Un enfant placé dans ces conditions sans qu'il y ait de preuves, c'est que la justice suppose que l'enfant est en danger parce que la personnalité du parent, là, les dérange. Parce qu'ils sont partiaux, parce qu'ils jugent sur leur opinion et non pas sur des faits, sur des preuves établies. Il y a un déni de justice. La justice ne sait plus rendre justice. Elle n'est pas capable de la comprendre et de la faire appliquer. Elle l'interprète en fonction de ses propres idées politiques, religieuses, d'éducation. Ça, le juge de merde. T'es en face de moi. Qui tu es, toi, pour venir à moi dire comment je m'occupe de mon enfant? Toi, comment tu t'occupes de ton gosse? Est-ce que je viens te dire comment tu dois t'occuper de ton enfant? Qui tu es, toi, juge, pour venir me dire à moi comment je dois m'occuper de mon gosse? Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque éducation va être différente. Déjà, quand tu représentes la justice, tu dois te mettre ça en tête. Chaque parent est différent, chaque enfant est différent. Ce qui marche avec certains enfants ne marche pas de la même manière avec tous. Tout dépend de la personnalité de l'enfant, tout dépend de la personnalité du parent. Mais on ne peut pas dire qu'un parent met en danger son enfant s'il n'y a pas de preuve de mise en danger. Réelle, fondée, concrète. Quand tu n'as pas de preuve, tu dis, vous avez mis en danger votre enfant. Comment? Pourquoi? Expliquez-moi, donnez-moi des arguments, donnez-moi des preuves. Il n'y en a pas. Parce que en fait, on a mis le terme enfant en danger. Mais c'est pas défini. C'est quoi un enfant en danger? Ils n'ont pas défini exactement la situation de l'enfant en danger qui vaut un placement. Est-ce qu'une mère qui reçoit des hommes à son domicile, quand ses enfants sont couchés et dort, sans que l'enfant se réveille, est-ce qu'une femme seule doit arrêter de vivre parce que son fils peut surprendre un homme dans le lit avec sa mère? Non, mais en train de dormir, bien sûr que non. À un moment donné, je suis désolée, hein, ils auront un jour une vie de couple, donc voilà. Parce qu'en clair, on veut tout faire tourner autour de l'enfant. Mais on a aussi une vie de parents. Il faut arriver à concilier les deux. La plupart du temps, quand tu es des parents isolés, tu cherches à rencontrer quelqu'un pour pouvoir être à nouveau heureux, à pouvoir recréer une vie de famille. Mais parce que c'est les juges qui ne savent pas rendre la justice. Un juge, au lieu de donner la garde intégrale à un parent, normalement dans l'intérêt de l'enfant, c'est la garde partagée. Tant que les deux parents ne représentent pas un danger pour l'enfant, tant que l'enfant n'est pas en insécurité avec son père, un père qui a battu son enfant, bien sûr que tu vas pas lui en confier la garde. Mais deux parents qui n'ont jamais manqué à leurs obligations, pourquoi la mère ou pourquoi le père devrait avoir plus de droits que l'autre? La justice n'est pas là pour créer des injustices, elle est là pour permettre justement une égalité. Si les deux parents ne sont pas dangereux pour l'enfant, alors
La garde doit être partagée à même égalité. Il y a 2 parents. Pourquoi on donne? Non, mais parce que la plupart du temps, quand un homme trompe sa femme, on lui retire ses enfants. On lui prive de voir ses enfants parce que dans le divorce, c'est lui qui est en tort. La garde est à la mère, tout est à la femme. À un moment donné, c'est aussi tes enfants. Le fait de tromper son épouse n'a rien à voir avec le fait d'être un parent. Ça, c'est la vie de couple. C'est ce que les enfants n'ont pas à se mêler, justement. À un moment donné, est-ce qu'on peut avoir une vie de couple, une vie privée, en même temps d'éduquer nos enfants? Quand on a une vie, on se fait juger. Quand au final, on n'a pas de vie parce qu'on s'occupe que de nos enfants, on nous traite quoi? De parents trop protecteurs, surprotecteurs, dangereux pour les enfants. Alors, soit tu es dangereux parce qu'au final, tu essayes de vivre malgré le fait que tu sois un parent. De l'autre côté, tu es dangereux parce que tu es trop présente dans la vie de ton enfant. Tu vois qu'il n'y a pas d'égalité? Il n'y a pas de juste milieu. Pourquoi tu peux pas t'occuper correctement de tes enfants et avoir une vie privée aussi à côté? Ta vie de couple, c'est ta vie sexuelle, c'est ta vie de couple, ça regarde que toi, ça regarde pas tes enfants en réalité. L'éducation parentale, il n'y a rien à voir avec la vie de couple des parents. Eh ben, tu peux te faire juger sur quelque chose comme ça par la justice. Voilà, c'est pas un acte de jugement. Si tu lèves la main sur ton enfant, oui, on peut te juger parce que tu as battu ton enfant. Mais si t'as jamais levé la main sur ton enfant, tu as été un père exemplaire, pourquoi tu devrais te voir privé de garde? Parce que tu as fauté dans ta vie de couple. Mais le couple et la parentalité sont 2 choses différentes. Un couple, c'est 2 personnes qui s'aiment, qui sont ensemble. Être parent, c'est des adultes qui ont mis au monde des enfants et qui assument leurs responsabilités, qui donnent de l'amour à leurs enfants. À un moment donné, voilà, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. À un moment donné, ils mélangent couple et responsabilité parentale. Le couple et les parents ne sont pas la même chose. C'est comme il y en a qui ont compris que climat et météo, ce n'était pas la même chose. Une météo, c'est localisé, c'est par secteur. Le climat, c'est mondial. Ça y est, ils sont en train de comprendre d'ailleurs. Ouais, moi je suis contente, le casou il sonne bien. Il fredonne bien. C'est super simple à s'en servir en vrai. Franchement, pour 3 €, mon fils va être content. Ah, mais il y en a qui me disent, tu manques jamais de rien, t'as tout ce qu'il faut, mais comment tu fais? Ben écoute, mon casou coûte 3 €. Les soldes, les bons plans, voilà comment je marche. Mais quand t'as pas un gros budget, tu peux tout de même faire plaisir à tes enfants sans avoir un gros budget. Il y en a qui croient que faire plaisir à ses enfants, c'est d'y mettre le prix. Ton enfant, il n'a pas besoin de connaître le prix de ce que tu lui achètes. Il a quelque chose, il doit se satisfaire de ça. Quand tu vois qu'un enfant te demande combien ça a coûté, à un moment donné, commence à te poser des questions sur ton éducation. Ah, il y en a qui demandent le prix de son cadeau. Pourquoi on enlève le prix avant d'offrir un cadeau selon toi? Parce que un cadeau n'a pas de prix que celui du plaisir d'offrir. Eh ben oui. Mon Dieu, mais je suis la pierre philosophale, mon cerveau est philosophique. T'es dans ma tête. Mais parce que c'est le cœur, la pierre philosophale. Ils ont toujours pas compris, les humains.
Parle avec ton cœur, bordel de merde, et ton esprit sera beaucoup meilleur. Il y en a qui parlent avec leur cerveau, avec leur tête, mais qui ne parlent pas avec leur âme. Moi, c'est pas ma tête, c'est pas mon cerveau qui parle. C'est mon âme et mon cœur. Et quand tu es capable de connecter ton cœur et ton âme, c'est ça au final la pierre philosophale. Et ça fonctionne tout seul comme par magie. Suffit que tu arrives à faire cette connexion tout seul comme par magie. T'as rien besoin de faire plus. T'as déjà fait. T'as réussi à établir la connexion. Une fois que t'es connecté, c'est bon. Ah, mais faut que t'en chies un petit peu, mais après, tu évolues. Et puis t'as une nouvelle épreuve, tu vas en chier à nouveau et tu vas encore évoluer. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ça te permet le dépassement de toi, ça permet de t'améliorer. Même si tu fais une connerie, reconnais-la. Faute avouée, ta moitié pardonnée. Donc déjà, l'avouer, le reconnaître, c'est déjà assumer ses responsabilités. Et c'est aussi assumer ses responsabilités au final de réparer ton erreur. C'est pas le tout de la reconnaître. Faute avouée et ta moitié pardonnée. Il y a l'autre moitié encore à se faire pardonner. C'est comme quand on te met une peine. T'as 5 ans de prison, t'en fais 3. Il y a un problème, le même problème que ça. C'est l'équilibre qui manque à ce monde. La société n'est pas équilibrée, les humains sont pas équilibrés. On est dans une société déséquilibrée et on est tous déséquilibrés. Qu'est-ce que tu veux pas qu'il y ait un déséquilibrement planétaire et mondial? Quand l'espèce maîtresse de cette planète est déséquilibrée et qu'elle est en train de perdre la raison et de descendre tout droit en enfer par ses comportements et ses méthodes, parce que la méthodologie aussi, diviser pour mieux détruire. C'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser pour mieux détruire, pour mieux déconstruire, pour mieux anéantir, pour tout saccager. C'est pour ça que je leur dis, on a utilisé le diviser depuis... Non mais attends, ils n'arrivent pas à comprendre que déjà Khalil, à un moment donné, c'est le début. Ça fait 7 fois 3600 ans, mon Dieu, qu'on utilise le diviser pour mieux régner. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il s'est opposé à son frère en manipulant les gens et tout le reste. Et en vérité, tout le monde croit que Caïn a tué son frère de ses propres mains. Non. Il a manipulé un esprit faible pour qu'il le tue à sa place. Et en faisant ça... Ah, mais il est avec Anouk, hein? C'est pas pour dire, mais il est à sa juste place, Caïn. Ils croient qu'il est immortel sur Terre. Non, il est immortel en enfer. Il a l'enfer éternel. Voilà ce que ça voulait dire en fait. Hein. Mais ils n'ont pas compris les textes saints. Je te l'ai dit. Il n'est jamais dit que Caïn a tué Abel en réalité. Il l'a fait tuer. Mais il faut voir aussi, savoir lire entre les lignes. Fou de jalousie, il a fait en sorte que les gens se retournent contre lui, de pouvoir l'isoler et de le faire tuer. Mais devant la loi de Dieu, devant ta loi, devant la création, ça fonctionne comment, mon Dieu? Celui qui commande un crime et qui ordonne à quelqu'un d'exécuter un crime, il est plus criminel que celui qui tient l'arme. Il est plus criminel et démoniaque que celui qui l'envoie tuer un autre être humain. En clair, il a la mort de ces 2 êtres humains sur la conscience. Du pauvre fou qui a été manipulé pour faire le travail à sa place. Ah, c'est le premier crime commandité de la création en réalité. C'est ça que t'apprennent tous les textes saints. Mais il faut prendre la triquetra pour comprendre la réalité de ce que c'est. Ils le lisent tous individuellement. Parce que t'as les musulmans qui ont cette histoire, mais dans le Coran. T'as les chrétiens qui l'ont dans la Bible. T'as les juifs qui l'ont dans la Torah.
Mais si tu prends pas les 3 histoires pour en faire une synthèse des 3, t'as pas la réalité de l'explication. Diviser pour mieux régner, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est diviser pour mieux détruire, pour mieux exterminer. Parce que un peuple divisé, c'est un peuple qui est dans une situation de déchéance totale. On est une famille humaine. Les humains sont une famille partout dans le monde. Quand on s'oppose frères et sœurs les uns entre les autres, qu'est-ce qui se passe? On condamne notre propre espèce à l'enfer éternel. On s'entretue entre même espèce. C'est une fratrie qui s'entretue depuis 7 fois 3600 ans. C'est pas le sang des Africains qui coule. C'est pas le sang des Arabes qui coule. C'est pas le sang des Russes ou des Ukrainiens. C'est le sang des humains, le sang de l'humanité qu'on est en train de déverser sur cette planète. On tue notre propre espèce. On est plus criminels que toutes les espèces de la planète. On s'entretue mutuellement. Où est la fraternité quand les humains sur Terre ne sont plus frères? Parce qu'il y a le diviser pour mieux régner. On nous a opposés. On est le même peuple partout sur la planète. Le peuple humain. Il n'y a pas de Marocains, il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Tunisiens. Il n'y a que des humains sur cette planète. Ce sont des nations. Là où nous avons colonisé nos terres. Mais à côté de ça, que tu sois en Afrique. Oui, t'es un Africain parce que tu vis en Afrique. Mais t'es quoi en Afrique? Un humain qui habite en Afrique. Quand tu es portugais parce que tu vis au Portugal. Mais t'es quoi au Portugal en réalité? Un humain. Et ça partout sur la planète. C'est parce qu'ils veulent voir une division. Parce qu'ils veulent s'imposer comme majorité sur le monde. C'est parce qu'il y a une concurrence déloyale en permanence entre tous les pays, mais aussi entre les religions. Parce qu'en clair, l'humain, à vouloir avoir la liberté d'expression, a oublié qu'il ne peut pas non plus tout dire et dire ce qu'il a envie. La liberté d'expression, ça doit être concret, ça doit être construit. C'est un échange. Si tu es incapable d'échanger, alors tu ne sais pas parler. Le dialogue, la communication, même si des gens ne sont pas du même avis, ils doivent pouvoir échanger leurs opinions sans s'entretuer pour autant. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'arrivez pas à trouver un accord, vous restez chacun sur vos positions. Tu ne peux pas forcer l'autre à penser comme toi. L'autre n'est pas toi. Et tant que tu ne comprends pas ça, il ne pourra jamais avoir de paix dans le monde.